Bonjour, bienvenue sur le plateau de Vie Magazine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la rédactrice en chef de The Good Girls What's Soul, j'ai nommé Imani Mnanao. Hello Imani. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être présente Avec sur le plateau plaisir. aujourd'hui. Alors on va commencer par la première question. Imani, quelle est ta vision de la vie? Alors, ma vision de la vie, c'est une question difficile. Je dirais que ma vision de la vie, c'est déjà de vivre au jour le jour, de profiter de chaque instant. Moi, j'ai vraiment un truc avec la gratitude, c'est-à-dire que j'ai besoin de vivre chaque moment en ayant connaissance, en ayant conscience de ce que je vis et en me disant, Imani, profite, parce que tu sais pas si tu vivras les choses plus tard. Donc pour moi, c'est vraiment reconnaissance. Soyons toujours reconnaissants de ce qu'on a, de ce qu'on vit et restons dans la gratitude et tout ça. Pour moi, ma vision de la vie, c'est vraiment ça. Profiter de la vie à 200% et être reconnaissant pour ce qu'on a. Voilà. Ok, et du coup, cette vision de la vie, comment est-ce qu'on la retrouve dans The Good Girls What's Soul? Mais déjà, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de parler des parcours des femmes et de montrer en fait qu'on peut être ce qu'on veut être et qu'on a le droit en fait de choisir la voie qu'on a envie. De montrer aux femmes qu'elles ont le pouvoir de décider de leur existence, qu'elles ont le pouvoir de décider de leur parcours de vie. Et donc pour moi c'est vraiment tout autour de la bienveillance, vraiment être reconnaissant de ce qu'on a et vraiment se partager un petit peu cette lumière en fait les unes les autres. Donc voilà pour le magazine. Ok, et toi dans quelle mesure est-ce que tu as choisi la vie que tu voulais mener? Bah, je pense déjà en choisissant déjà de me marier jeune, parce que je me suis mariée jeune, à quel âge? 22 ans. Et en choisissant bien sûr de créer mon entreprise dans Good Girls What's Soul magazine, d'arrêter mes études aussi. En gros, je pense à peu près tous les choix de ma vie parce qu'à chaque fois, dans toutes les étapes de ma vie, je pense que je me suis choisie et que je me suis écoutée. Donc voilà. Ok, et comment tu as fait face au regard des gens lorsque tu as fait ces choix? Parce que se marier à 22 ans, ça reste jeune, arrêter ses études, se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout qu'à l'époque, c'était pas trop à la mode. Comment tu as vécu ce regard des gens? Alors, se marier jeune, dans ma culture, ça se fait assez, donc c'est pas ce qui a le plus choqué. C'est vrai que c'était plus aux yeux de la société. Et là, j'en avais clairement rien à faire. Je suis pas quelqu'un qui porte vraiment attention au regard des autres. C'est pas quelque chose qui va m'arrêter. Arrêter les études, sur le moment, ça a été un petit peu compliqué d'expliquer. Surtout d'expliquer pourquoi et d'expliquer ce que j'étais capable de faire après. Moi, ce qu'on m'a demandé, donc mes copines, mon entourage, ma famille, c'était « Ok, tu veux arrêter tes études, mais pour faire quoi ?» Et ça, en fait, c'était difficile un petit peu à répondre dans le sens où bah, t'arrêtes tes études et on te dit « Mais attends, pourquoi faire? Continue, va jusqu'au bout !» Surtout que j'étais quasiment à la fin, j'avais fait les 3/4 déjà. Donc du coup, la question, c'était plus de répondre aux interrogations des gens. Mais après, en soi, j'avais pas vraiment l'impression de devoir... Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était un truc de fou parce que personne m'a dit non. Personne m'a dit ne le fais pas. Ma mère, elle m'a dit « Ok, si t'as un plan, vas-y, tu m'expliques ton plan, moi je te suis. » Et pour l'entrepreneuriat... En réalité, au début, lorsque je me suis lancée, personne m'a dit non, personne m'a dit tu peux pas le faire. Tout le monde m'a dit vas-y, lance-toi. J'ai eu la chance d'avoir un entourage vraiment bienveillant, gentil. Ma famille n'a pas été étonnée que je me lance jeune. Ils ont plutôt été en mode bah écoute, on savait, c'est ta personnalité, c'est ce que tu as envie de faire, donc on était au courant que tu allais faire ça. On savait juste pas forcément quand tu allais te lancer et qu'est-ce que tu allais faire, mais on savait que tu n'étais pas faite pour le salariat. Enfin, c'est ma personnalité, j'ai toujours dit que je voulais entreprendre. Et je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis une personne qui a besoin vraiment de faire les choses par elle-même, qui kiffe en fait le truc que quand elle travaille pour elle. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, c'était ma personnalité, c'est pas quelque chose que j'ai eu à expliquer parce que du coup, bah, tout le monde s'y attendait en fait. Donc j'ai pas vraiment eu, sur le moment, j'ai pas vraiment eu de critiques, de jugements, etc. Et puis il faut savoir que quand tu es sûr de toi, que tu montres, voilà, j'ai envie de faire ça, les gens ils ont pas vraiment grand chose à dire. Surtout si tu leur expliques, tu leur dis voilà, je veux faire ça, c'est très clair pour toi, c'est très clair pour eux du coup. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et par rapport à ta personnalité, comment est-ce que tu te décrirais qui est Imani et en quoi cette personnalité t'a aidé à te lancer dans l'entrepreneuriat et être successful? Ok. Je dirais que je suis assez enthousiaste. C'est-à-dire que comme je l'ai dit au début, moi je vis vraiment le moment et je pense pas forcément toujours aux conséquences. Je suis pas quelqu'un qui va me dire ah mais si je fais ça, va y avoir ça. Et je vais vivre le truc vraiment sur le moment en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour kiffer.
Et quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis pas dit je fais ça pour que ça fonctionne, pour avoir beaucoup d'argent, etc. Je me suis dit j'ai envie de faire un magazine, je fais un magazine. J'ai pas réfléchi. Par exemple, la question qu'on m'a beaucoup posée, c'est tu fais un magazine papier à l'ère du digital en fait, où personne ne pense au papier, toi t'es là. J'avais envie de faire un magazine papier, donc j'ai fait un magazine papier. J'ai fait les choses comme j'avais envie de les faire. Et du coup, ça c'est vraiment, je dirais, une grosse partie de ma personnalité, c'est-à-dire je vis les choses à fond toujours et je fais ce que j'ai envie de faire. Après, je pense le côté déterminé, je lâche pas, j'ai vraiment du mal à lâcher. Quand je commence, je finis. Tout ce que je fais, je le fais vraiment pour que ça, enfin, je veux avoir toujours une version finale. Et je me lance jamais dans quelque chose en arrêtant à la fin. Je me lance et je vais jusqu'au bout. Donc je pense que c'est une partie de ma personnalité. Et aussi le fait que je suis très sensible. Et je suis très sensible à l'injustice. Je suis très féministe aussi. Et ma vision du monde, j'avais envie de la transmettre, j'avais envie de la partager, j'avais envie vraiment de partager une sorte de bienveillance un petit peu à toutes les femmes. Et j'aime les femmes, j'aime beaucoup les femmes. J'ai toujours kiffé parler aux femmes. Moi, je suis une fille à fille, c'est-à-dire j'ai que des copines. Enfin, je suis très fille, j'ai ma maman, ma sœur, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment une grosse partie de la personnalité aussi. Genre parler aux femmes, m'exprimer et donner la parole aux femmes. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, même au-delà de mon magazine, quand je faisais des vidéos sur YouTube, quand j'avais un blog, quand j'avais 13 ans. Et même quand je suis avec mes copines et tout, j'aime bien qu'elles m'expliquent leur vie, j'aime bien connaître leur parcours de vie, j'aime bien leur dire, j'aime bien les motiver. Je suis un peu la copine coach, tu vois, qui s'est dit mais vas-y, fonce et tout. Du coup, le magazine, c'est vraiment moi, version papier, tu vois. Donc voilà. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans une de tes newsletters où tu l'as nommé mon hypersensibilité, ma force. Et en fait, ça m'a fait bizarre parce que moi, souvent, en étant petite, j'ai entendu « Oh non, mais Jamie, t'es trop sensible, arrête, t'es trop sensible ». Et c'est la première fois que je disais que mon hypersensibilité peut être ma force. Et t'as dit une phrase qui m'a fait du bien, où tu disais « J'ai décidé que mon caractère ne serait pas une faiblesse ». En fait, c'est ma maman, quand j'étais petite, qui m'a dit je lui ai demandé pour un exercice en classe, c'est quoi ma plus grande qualité? Elle m'a dit ta sensibilité. Et j'ai pleuré. Je me suis dit mais quoi, c'est une qualité nulle et tout, machin. Surtout que ma sœur avait demandé la même chose, elle lui avait sorti une qualité tout à fait normale, une qualité. Genre, on ne dit pas sensibilité en général quand on demande une qualité. Donc moi j'étais vexée, je me suis dit mais comment ça, ma sensibilité, c'est un défaut, ça me porte préjudice et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ma sensibilité, c'était la qualité qui me permettait de faire au mieux mon travail. C'est ce qui me permet d'écrire déjà, parce que si j'étais pas aussi sensible, j'aurais pas ce besoin d'écrire pour me vider un peu de mes émotions. J'ai besoin d'écrire, c'est une passion, mais c'est ce dont j'ai besoin pour vivre. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais rentrer, je vais écrire, j'ai fait une interview et tout, j'ai besoin pour que ça sorte. Et puis aussi, la sensibilité, ça permet d'avoir de l'empathie, ça permet de comprendre les autres, ça permet de transmettre ses émotions aussi. C'est ce que je fais à travers mon magazine. Et c'est vraiment, en fait, j'ai dit que c'était ma force, et c'est ma plus grande force, parce que c'est vraiment ce qui me permet de comprendre les femmes quand elles me racontent leur histoire, et de pouvoir, en fait, communiquer avec elles, et de pouvoir transmettre ce que j'ai envie de transmettre, et de pouvoir les écouter, les comprendre, et transmettre leur message aussi. Quand il y a des rédactrices qui m'envoient leurs articles, quand j'interviewe, je pense qu'on est dans l'émotion, on est dans le racontage de vie, il faut avoir une certaine sensibilité, une certaine empathie, il faut comprendre, connaître les autres, il faut ne pas être dans le jugement, être dans la bienveillance. Et tout ça, en fait, c'est ce que mon hypersensibilité, elle m'a apporté. C'est-à-dire que moi, quand je vais interviewer quelqu'un, quand je vais parler avec quelqu'un, je vais voir au-delà. Je vais chercher à savoir un peu son moi profond. Et en fait, avant, quand je parlais aux gens et que je posais un peu des questions, les gens ils me disaient « Mais Mani, non, genre les gens, ils parlent salut, ça va ». Et moi, je veux aller au-delà de ça. Moi, je veux comprendre plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, du coup, de créer ce magazine. Et c'est pour ça, du coup, que je dis ma sensibilité, que c'est ma force, en fait, tout simplement. C'est vrai, Mani, quand on te rend compte, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es extrêmement inspirante. La femme déterminée qui s'assume pleinement. Ok, je suis hypersensible et c'est une force, c'est pas un défaut, loin de là. Et c'est vrai qu'on peut croire que tout a été toujours tout rose et plat pour toi, et c'est pas le cas. Non. Et dans ton journal, le journal d'une rédactrice en chef, tu racontes l'histoire où tu vas voir une conseillère d'orientation, que tu lui dis que ton projet est déjà bien défini dans ta tête, que tu veux faire un magazine pour les femmes où tu vas parler de psychologie et de confiance en soi. Et là, elle te rit au nez et elle dit que ce métier n'existe pas. Ouais. Alors déjà, je voudrais revenir pour le journal d'une rédactrice en chef. J'ai fait une version papier. Et du coup, maintenant, ça s'appelle le journal d'une girl boss. Parce que j'ai voulu élargir un peu plus, que ça soit un peu plus accessible. Parce que je me suis rendu compte que je parlais pas que du fait que j'ai créé un magazine, mais plus du fait que je suis une femme qui entreprend. Du coup, voilà, j'ai juste changé le titre, au cas où, pour les personnes qui... Le journal d'une girl boss, ok. Voilà. Et du coup, je l'ai sorti en version papier, voilà. Et donc, en fait, le jour où elle m'a dit ça,
déjà, je suis tombée de 10 étages, j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, mais non, moi j'ai vu ça et tout. J'avais vu dans les séries télé, avec Carrie Bradshaw dans Sex and the City ou Phoebe Halliwell dans Charmed. En fait, je me suis surtout dit, elle pense que c'est comme ça, mais ça veut pas dire que c'est le cas. Et ma maman, parce que du coup j'étais là, c'est ma maman qui m'a emmenée en fait. Et parce que c'était pas du tout un truc obligatoire dans l'école et tout, c'est vraiment ma maman qui m'a ramenée dans le machin. Et en fait, ma maman, elle m'a dit, écoute Imani, si toi tu penses que ça existe, si t'as envie de faire ça, vas-y. Wow. C'est pas parce qu'elle te dit t'es pas capable de faire ça que voilà, elle c'est juste une conseillère d'orientation, c'est pas Dieu, c'est pas le juge de ta vie, elle va pas venir et décider de ce que tu vas faire ou non. Donc déjà, elle m'a pas mis un frein, tu vois. Et moi à ce moment-là, je me suis pas dit ouais je vais entreprendre, etc. non plus, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a pas freinée. Je me suis pas dit ça veut dire que je pourrais pas faire ça. Je me suis juste dit elle me comprend pas. En fait. Et je pense qu'en général, quand les gens me disent, quand ils me donnent des critiques, enfin qu'ils me critiquent, ou alors qu'ils me disent ce que tu fais ça marchera pas, ou ce que tu fais je comprends pas, etc. Enfin, pourquoi faire en fait? Moi je me dis juste, ils sont pas dans mon délire, c'est tout. Voilà. Mais je me dis pas, ça veut dire que je pourrais pas y arriver. Et je pense que vraiment elles connaissaient pas, mais les conseillères d'orientation, je sais pas si ça a changé maintenant, mais avant elles étaient formées que aux métiers un petit peu basiques, aux métiers vraiment maîtresse, avocat, médecin. Et elle connaissait pas les nouveaux métiers et j'espère qu'aujourd'hui ça a changé d'ailleurs pour les élèves parce que c'est vraiment un handicap je trouve au quotidien toujours de devoir expliquer son métier parce que les gens ne comprennent pas. Mais moi en tout cas ça m'a pas freinée. Je me suis pas dit je vais arrêter, bon bah laisse tomber et tout. Non, j'ai continué. Je me souviens pas qu'il y ait eu un avant-après ça. Je me souviens juste de l'événement, mais je me souviens pas que ça ait changé ma manière de penser. Tu vois ce que je veux dire? Genre juste je suis restée la même personne et je me suis dit bah écoute, tant pis pour elle si elle comprend pas quoi. Génial. Et de ce que tu dis, j'entends que ta maman a joué une place importante dans ce parcours et qu'elle t'a... comme je dis, en fait, quand on a des enfants, on ne les forme pas à être des enfants, on les forme à être les adultes de demain dans la société d'aujourd'hui qui n'est pas du tout simple. Et je me demande quels sont les grands principes que ta mère t'a inculqués qui font qu'aujourd'hui tu es la femme que tu es, parce que nous ça peut nous aider aussi pour les mamans, les grandes sœurs, à savoir quels sont ces principes qu'on va inculquer à nos enfants pour qu'ils soient les Imani de demain, les eux de demain en fait, confiants en eux en se disant bah, si j'ai un projet je peux le faire, je fonce et on verra. Bah déjà elle m'a inculqué la générosité et c'est ce qui m'a permis d'avoir envie de partager aux autres, d'avoir envie de donner et de transmettre tout ce que j'avais envie de transmettre. Et par exemple quand je me suis lancée sur ma chaîne YouTube, elle m'a pas dit tiens c'est bizarre, elle s'est dit bah Imani elle a envie d'apporter aux autres et c'est gentil, tu vois, c'est bien. Et donc je pense que déjà c'est une grosse partie de ce qu'elle m'a inculqué, la générosité envers les autres, toujours être bon envers les autres. Essayer de comprendre aussi, c'est pas parce que les gens disent des choses que ça veut dire forcément qu'ils sont méchants. S'ils disent des choses méchantes, peut-être qu'eux ils sont un petit peu perdus, peut-être qu'eux ils comprennent pas. Et je pense que cette partie-là aussi c'est super important parce que elle m'a appris en fait que c'est pas parce que les gens parlaient que ça voulait dire que ce qu'ils disaient c'était vrai. Elle m'a dit voilà, les gens ils vont te dire des choses, les écoute pas, toi tu continues ton petit bout de chemin. Et ma maman elle est comme ça, c'est-à-dire que quand elle entend des choses sur elle, elle va dire ok, c'est pas grave, moi je continue ma petite vie, etc. Et aussi, ce qu'elle nous disait tout le temps à ma sœur et moi, c'est je m'en fiche de ce que vous faites plus tard tant que vous aimez ce que vous faites. Génial. En fait, elle voulait être sage-femme. Et elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait parce qu'elle pensait que c'était au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, elle a toujours eu un peu ce regret de ne pas avoir osé le faire. Et donc, elle nous a toujours dit qu'on était capable de faire ce qu'on avait envie de faire parce qu'elle n'a pas pu en fait. Sa maman, elle parlait pas bien français et tout ça. Donc du coup, sa maman, elle ne pouvait pas lui expliquer, elle ne pouvait pas lui dire bah, tu devrais aller là. Elle ne pouvait pas comprendre. Et ma mère, du coup, elle accepte de pas comprendre totalement ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se dit, ma mère, quand je lui disais ce que je voulais faire plus tard, quand je lui disais quelles études je voulais faire, elle comprenait pas. Et ça m'a un petit peu bloquée parce que du coup, elle validait pas tout ce que je faisais parce qu'elle comprenait pas. Moi, je me suis dit, même si je comprends pas, par exemple, j'ai une activité de community manager là à côté, et en freelance, et ma mère, elle comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ok, tu kiffes ce que tu fais, tu gagnes de l'argent avec, tranquille. Et elle est toujours en train de me dire, c'est pas grave si moi je comprends pas. Tant que toi tu kiffes, c'est le principal. Et c'est toujours ce qu'elle nous a dit à ma sœur et moi. Faites ce que vous avez envie de faire. Et il faut toujours aussi que vous ayez un plan. C'est-à-dire que ma mère, elle a toujours détesté les personnes qui restent à la maison et qui sont là comme ça, à rien faire. Elle m'a dit, moi, si tu sais ce que tu as envie de faire, si aujourd'hui, par exemple, quand j'ai arrêté les études, forcément, pendant un moment, je faisais rien. Et elle m'a dit, là, il faut que tu aies quelque chose dans la tête. C'est-à-dire que là, j'espère que tu es en train de réfléchir. T'es pas là sur le canapé en train de rien faire. Là, j'espère que tu es en train de réfléchir à ce que tu veux faire. Et elle nous a toujours dit, il faut toujours que vous ayez un plan en tête. Voilà. Ok, là, tu veux pas faire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire du coup? Genre là, par exemple, ma sœur, elle faisait un master pour être prof, elle a arrêté comme ça. Ma mère, elle lui a dit,
il faut que tu trouves quelque chose que tu veux faire. Tu peux pas rester là comme ça. Ok, t'as pas envie de faire ça, mais qu'est-ce que t'as envie de faire? Et je pense que du coup, ça m'a appris à toujours vouloir, en fait, à toujours chercher à savoir ce que je voulais faire et à toujours avoir un plan, en fait. Ne jamais rester là comme ça, entre deux chaises, etc. Toujours essayer de savoir ce que je voulais faire plus tard, mais en tout cas, à toujours suivre mes envies. Elle m'a jamais imposé quoi que ce soit, du coup. Et du coup, t'as ton plan en tête, c'est je veux devenir journaliste indépendante, mais tu choisis un parcours auquel on ne se serait pas attendu. Oui, j'ai fait un BTS communication. Déjà, au départ, quand j'avais 18 ans et que j'étais, 17 ans, l'âge de la terminale, quoi, et que tout le monde cherchait leurs études, etc., moi, je savais que ce que j'étais en train de faire, ça me plaisait dans le sens où j'écrivais, etc., mais c'était pas, ça m'animait pas. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer les prochaines années à faire des trucs chiants pour ensuite arriver au travail que je veux faire. J'ai envie de tout de suite mettre les mains dans le cambouis et vraiment apprendre des compétences. Et pour moi, en fait, les études, c'est pas un moyen d'avoir des diplômes et d'avoir une belle image. Voilà, je suis diplômée, j'ai eu tel diplôme, etc. C'est vraiment pour apprendre des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas aller, par exemple, à la fac, où clairement, je pourrais faire un master et être plus diplômée que si je faisais un BTS. Et je ne vais pas aller en journalisme, je vais aller en communication parce que j'ai envie d'apprendre à faire un site web, j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos, j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos professionnelles parce que j'en faisais déjà. J'ai envie d'apprendre à faire de la rédaction web, j'ai envie d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux et je me suis plus basée sur ce que j'avais envie d'apprendre pour devenir la personne que je voulais être plutôt que le métier basique et les études basiques qu'il fallait faire. D'autant plus que je savais que le journalisme aujourd'hui c'est vraiment compliqué pour y entrer. Et j'avais pas envie d'être soumise au jugement des professeurs j'avais pas envie que ce soit qu'on me valide en fait. Elle peut aller en école, elle non. J'avais envie que ce soit moi qui décide de ce que j'ai envie de faire avec les compétences que j'aurais choisi d'acquérir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Clairement. Du coup, tu fais ton BTS, tu le réussis et plus tard, à 22 ans, tu décides de te lancer. Oui. Comment se passe le lancement? Alors, du coup, j'ai fait... Parce qu'en fait... Il y a eu le BTS, la licence pro que j'ai arrêtée. Et ensuite, j'ai travaillé quand j'étais juste après, j'ai fait mon premier emploi. Je me suis fait virer. Et à ce moment-là, déjà, je commençais déjà à travailler sur le magazine. Je sais plus. Non, je crois que c'était quand je me suis fait virer que j'ai vraiment commencé à avoir l'idée et j'ai commencé à travailler sur le magazine. Et en fait, le lancement, ça a été... les préparatifs du lancement, ça a été sur 1 an. C'est-à-dire que mon magazine, j'ai travaillé sur toute l'année à partir du moment où je me suis fait virer. Après, j'ai trouvé un travail en service civique pendant 8 mois. Et c'était dans une entreprise qui accompagnait les entrepreneurs à créer leurs entreprises. Donc du coup, je faisais des formations pour être entrepreneur, etc. Et en même temps, je rencontrais des entrepreneurs, donc je notais un petit peu les conseils qu'ils me disaient. Et du coup, pendant toute cette année, j'ai fait le premier numéro. Et du coup, j'ai écrit les articles, j'ai contacté des blogueuses pour repartager leurs articles. J'ai créé Instagram avant même de créer le magazine, où je disais, voilà, bonjour, je vais créer un magazine. Si vous êtes intéressé par le concept, avant même que le magazine sorte, abonnez-vous, vous verrez bien ce que ça donne. Et là, du coup, il y a des filles qui étaient intéressées, qui voulaient écrire dans le magazine avant qu'il soit sorti, avant qu'il existe. Et donc, à partir de là, les filles, elles ont envoyé leurs messages. Moi, je lisais leurs articles, je me dis, ah, mais trop cool et tout, machin. Donc, je prends leurs articles et tout. Et ça fait qu'au lancement, il y avait déjà une base en fait au niveau communauté. Il y avait en fait les personnes d'Instagram, le Instagram que j'avais commencé avant de sortir le magazine, et j'avais même des premières clientes. Et ma toute première cliente, je me rappelle, elle s'appelle Charlotte, si tu passes par là. Et Charlotte, en fait, c'est une des rédactrices. Donc c'est une qui m'avait dit, voilà, je voudrais avoir mon magazine, je voudrais avoir mon article dans un magazine, c'est mon plus grand rêve d'être publié dans un magazine, etc. Et je me suis rendu compte que mon rêve, il coïncidait avec le rêve d'autres personnes en fait. Et du coup, le lancement, il s'est fait vraiment grâce aux personnes qui ont collaboré avec moi sur le premier numéro, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé, donc même les illustrateurs, il y avait aussi des illustrateurs qui me contactaient pour me dire oui, est-ce que je peux publier mon illustration dans le magazine. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Et eux, ils étaient trop contents après de tenir le papier dans leurs mains, etc. Moi, je me chargeais de le mettre en page et tout ça. Et du coup, le lancement, il s'est super bien passé. Après, c'est le lancement, c'est la suite qui devient plus compliquée. C'est le développement qui est beaucoup plus compliqué, qui devient beaucoup plus difficile. Parce qu'au début, quand tu lances quelque chose, les gens sont là en mode waouh, c'est trop bien, etc. Les gens sont derrière toi. Enfin, si tu as de la chance, parce que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'en général, tu peux réussir à avoir un certain engouement dès le début quand tu lances quelque chose. Surtout si tu fais, par exemple, moi j'ai fait un magazine papier, c'est pas quelque chose qui est commun. Les gens ils sont là en mode waouh, mais comment est-ce que tu as fait ça, etc. Donc du coup, ça emmenait beaucoup d'enthousiasme. Donc le lancement, il s'est super bien passé.
Et ensuite, c'est c'est-à-dire qu'après, en fait, tu te dis, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse le numéro 2. Et c'est après que ça devient plus difficile. Mais le lancement, moi, je trouve que dans la création d'une entreprise, c'est vraiment pas le plus compliqué. C'est là où il faut tout donner, parce que c'est là où les gens vont venir, etc. Et après, il faut les accrocher pour pas qu'ils partent. Il faut leur donner de quoi se nourrir pour qu'ils restent et qu'ils continuent l'aventure avec toi. Mais c'est vraiment pas le plus difficile. Moi, en tout cas, ça n'a pas été le plus difficile. Et je pense aussi que le fait que j'ai travaillé sur 1 an, j'ai teasé aussi pas mal les personnes. J'avais avant du coup une chaîne YouTube et après du coup les gens ils sont allés sur mon Instagram. Il y avait pas beaucoup de gens mais il y avait un petit peu de gens, tu vois, et du coup je les ai teasés, je travaille sur un projet et du coup les gens ils sont là, ah bon c'est quoi, etc. Ils s'abonnent, j'ai mis une newsletter avant même de lancer le projet. Si vous voulez en savoir plus le jour où ça sortira, abonnez-vous. Et du coup c'est vrai que le lancement il s'est fait parce que j'avais vraiment travaillé tout ce que j'avais à travailler en amont et que j'avais créé une toute petite communauté au début, communauté qui après va faire du bouche à oreille, etc., parler à leurs copines et tout. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, je pense, je sais pas, j'hésite entre le développement, c'est-à-dire après le lancement, au moment où ça y est, tout le monde était trop content, puis après chacun retourne à faire sa vie, et toi t'es là, ok maintenant je fais le numéro 2, et les gens après, voilà, on a acheté ton numéro 1 pour te soutenir, maintenant, voilà quoi, c'est un peu plus compliqué, donc je dirais, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le numéro 2 échouer c'est réussir. C'est parce que à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir échoué. Je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais? C'est difficile et tout, c'est pas si simple. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu face au mur parce qu'il y a eu comme une redescente d'enthousiasme et que du coup, je devais en fait continuer à communiquer. Moi, je pensais qu'une fois que tu lançais ton truc, ça y est, les gens allaient être derrière toi. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine. Il faut être faut y aller en continu en fait. Et je pense que c'est la partie la plus difficile. Et ensuite, la deuxième grosse difficulté, je pense, la plus grosse difficulté, c'est d'être devenue maman. Ça a complètement chamboulé toute ma personnalité, mon identité. Et donc là, je suis devenue maman il y a 4 mois. Donc là, je sors tout juste de mon congé maternité et je remets tout en question. Absolument tout en question, mon projet d'entreprise, le magazine papier. Déjà, le fait d'avoir eu une grande pause, ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte en fait que ça fait 3 ans que je fais la même chose. Je stagne. Non pas que ça soit une mauvaise chose en soi, mais du coup je me suis dit là j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que, vu que j'ai fait une longue pause, est-ce que j'en profiterai pas pour faire autre chose plutôt que de continuer sur la même ligne sur laquelle j'étais de base? Et du coup aujourd'hui ma plus grosse question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le papier ou pas? Parce que j'hésite à continuer le papier ou à rester sur le numérique parce que je me suis dit avant, quand j'ai lancé mon projet, je réfléchissais pas aux conséquences, je me disais juste j'ai envie de faire mon papier, je fais mon papier. J'avais aussi la chance d'être mariée, d'avoir un mari qui avait un CDI. Donc honnêtement, financièrement, je savais que je pouvais compter sur lui. Genre, j'étais pas obligée de payer un loyer, de devoir tout avoir à charge. Faut pas oublier non plus, j'étais pas toute seule. Et puis en plus de ça, et j'ai toujours un travail en freelance, donc je fais du community management, etc. pour mes clients. Donc du coup, c'est pas ce qui me rémunère à temps plein, le magazine. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer à stagner comme ça ou est-ce que j'ai envie que ça me rapporte vraiment plus d'argent? Parce que au début je faisais ça pour m'exprimer parce que j'avais besoin vraiment d'apporter au monde, j'avais besoin d'apporter un peu ma touche d'Imani au monde. Et maintenant que j'ai un bébé, je pense aux choses du style argent, stabilité, etc. Et du coup maintenant je me dis est-ce que je changerais pas un petit peu de projet? Enfin, je garde le magazine, il sera toujours là. Dans tous les cas, si j'arrête le papier, ça va être sur Internet. En fait, les articles vont juste être sur Internet. Mais est-ce que je trouverai pas autre chose? Est-ce que je ferai pas upgrader un petit peu le projet pour en faire quelque chose de mieux et qui pourrait plus me rentabiliser en fait? Et du coup, je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que je fais? Je suis un petit peu perdue, j'hésite un petit peu parce que bon déjà j'ai une communauté, j'ai des abonnés qui attendent, qui sont là en mode nous on aimait bien le magazine papier quand même. Et puis moi il y a un peu la nostalgie aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose dont je suis fière. Et c'est vrai que je me dis, faut pas non plus rester dans quelque chose que t'as fait sous prétexte que t'es dedans et que ça y est, juste parce que c'est ta zone de confort en fait, c'est là où tu te sens bien. Et du coup je me suis dit est-ce que je changerais pas en fait pas de carrière, mais en gros est-ce que je ferais pas évoluer le projet, est-ce que je partirais pas sur autre chose? Là par exemple le fait d'avoir sorti Journal d'une Girl Boss en livre, ça m'a donné envie parce que là du coup j'ai créé un Instagram, Journal d'une Girl Boss, et en fait ça m'a donné envie aussi de partager plus les backstage de ce que je fais. Oui. Donc là par exemple en interview et tout, mais aussi en écrivant en fait. Et en écrivant plus sur mon parcours, en partageant, en transmettant, parce que en devenant rédactrice en chef, j'écris de moins en moins. Je
passe beaucoup de temps à la mise en page, je passe beaucoup de temps à la réécriture, correction des rédactrices, à réunion avec les rédactrices, les conversations, les sujets, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai moins de temps pour écrire moi. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que je me recentrerai pas sur m'exprimer en tant qu'Imani? Surtout que c'est quelque chose que je fais pas vraiment dans le magazine. On me voit pas, je parle pas en mon nom. Et là, de plus en plus, j'ai envie d'aller vers ça. Et avant, c'était quelque chose c'est pas que ça me faisait peur, mais je me disais non, j'ai envie de rester, tu vois, derrière le magazine, qu'on me voit pas. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, en vrai, mon parcours personnel, il peut vraiment aider. Et ce que je fais dans la White Letter et ce que je fais dans le journal que tu as lu, c'est vraiment, je parle de moi en fait, je donne mes conseils et au final, ça aide beaucoup. Et du coup, je me dis, est-ce que j'ai pas envie de continuer vers ça, transmettre plus ma vision des choses et ce que j'aime en fait, ce que je fais, etc. Du coup, voilà, je suis un petit peu entre les deux. Là, en ce moment, j'ai aussi une idée d'autres projets en tête, parce que ça ne s'arrête jamais dans mon cerveau. Et du coup, je suis en pleine réflexion et je pense que c'est ma plus grande difficulté. Puis il y a aussi le financement, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, un magazine papier, c'est difficile à financer. Le fait que les gens achètent, enfin, comment dire, quand les gens payent, moi, j'ai une certaine marge, mais en fait, c'est ce qui me permet de réimprimer à chaque fois, c'est ce qui me permet d'acheter les nouveaux... En plus, je fais des cadeaux pour mes abonnés et tout, et honnêtement, je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur parce que je perdais de l'argent, mais je voulais trop remercier mes abonnés, et je fais souvent des codes promo. Puis tu sais, il suffit qu'on vienne et on me dise oui, j'aime trop ton magazine, mais j'ai pas les moyens. Ok, vas-y, je t'envoie un code promo, moins 70%. Enfin, tu sais, la générosité. Et du coup, j'ai pas encore ce truc. Moi, j'aimerais bien être plus argent. Tu vois, genre, il faut que je gagne de l'argent. Et là, je me dis, bon, Imani, t'as un fils. Ton fils, il va pas vivre avec l'amour et l'eau fraîche. Il va falloir que tu fasses plus d'argent. Et du coup, ça rentre aussi dans mon cheminement de pensée en ce moment, où je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer avec ce financement-là, ou est-ce que j'ai envie de financer mon magazine autrement? Donc, pas partir sur du papier, mais voir comment est-ce que je peux financer autrement, rester sur le digital pour que ça me fasse moins de coûts. Parce que le papier, ça coûte cher. Alors que, par exemple, si je fais sur le digital, j'aurais pas de coûts à entrer au début. Voilà. Voilà. Ce que je trouve très touchant dans tes différents numéros, c'est qu'on sent, et même là quand tu m'expliques, qu'il y a une partie de toi en fait. Il y a du vécu. Et le magazine Échouer, c'est réussir, ça a été l'un de mes préférés. Parce que c'est vrai que l'échec, on passe tous par là. Et souvent, on n'en parle pas. Ouais. Donc lorsqu'on connaît l'échec, on a l'impression qu'on est les seuls, que c'est la fin du monde. Et trouver des personnes qui racontent leurs témoignages, bah voilà, j'ai échoué. Il y a aussi un exercice que tu nous conseillais, c'était de faire le point sur les échecs, de ne pas rester sur l'échec, mais de se dire qu'est-ce que l'échec peut nous apporter, et que ça nous fait énormément de bien. Et en plus, le journal d'une girl boss, du coup, qui vient de sortir. Alors, lorsque j'ai eu cette idée de lancer l'émission, de lancer Vie Magazine, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a Imani. Attends, je vais aller voir sur son site. Et là, j'ai vu que tu nous as fait ce cadeau, parce que pour moi, c'est un cadeau quand même que tu nous as fait de nous raconter ton expérience avec certains conseils que tu as donnés. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Du coup, je pense vraiment, Imani, que tu as quelque chose à nous apporter, en fait, et que ce second projet va fonctionner du tonnerre, en fait. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que c'est là où je me sens le mieux, en plus. C'est vrai que là, je me dis, ça vient naturellement. Et j'ai l'impression vraiment que ça aide. Et ça me fait trop chaud au cœur quand on me dit ce que tu m'as dit. Ça m'a touchée, ça m'a inspirée et ça a impacté le cours de ma vie professionnelle. En fait, genre, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ah ouais. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de transmettre aux femmes. J'ai envie qu'elles se sentent capables. Et je me rends compte que j'y arrive en m'exprimant, en racontant mon histoire. Et comme tu disais, oui, on parle pas beaucoup de ces échecs. Moi, je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute des podcasts, je vais être plus intéressée par les personnes qui échouent que par les personnes qui réussissent. Parce que réussir, je dis pas que c'est simple ou que on sait tous comment faire, pas du tout, sinon on serait tous riches. Mais on a entendu. Voilà, les success stories, on en a entendu. Mais les gens qui échouent, quand ils te racontent comment ils ont échoué, ça te permet de pas faire les mêmes erreurs et ça te permet aussi de relativiser sur tes erreurs et de déculpabiliser et de te dire, c'est pas grave en fait. On s'en fiche. Là, mon mantra en ce moment, c'est vraiment, c'est pas grave. Il t'arrive ça, c'est pas grave. Là, c'est pas la fin du monde, c'est rien. Vis ta vie, continue et rien n'est immuable. On continue, voilà quoi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment important de faire un numéro sur l'échec parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Et je pense que en sachant où j'ai échoué, en sachant ce qui est difficile, les gens ils peuvent aussi se dire, ok, je suis pas toute seule et on passe par les mêmes parcours de vie. Et je pense que c'est vraiment plus important que de dire là j'ai réussi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça apporte plus en réalité. Et puis même en tant qu'humain en fait, se dire que voilà, on est tous au même stade, on vit tous les mêmes galères, ça nous permet vraiment de relativiser et de se dire mais en fait on est tous pareils quoi, vraiment. C'est clair. Et du coup l'échec,
t'en as peur, t'en as pas peur, t'es une fonceuse et le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as dû faire face à ce sentiment de ok, peut-être que j'ai pas peur de l'échec, par contre là je fais quelque chose et je me sens pas du tout à ma place, je me sens illégitime au max? Absolument, tout le temps. Comment fais-tu? En fait, l'échec, j'ai pas peur parce que je me dis, ah si je me rétame, c'est pas grave. Par contre, le syndrome de l'imposteur, je me le prends en pleine figure tout le temps. C'est plus par rapport à mon âge. Au début, quand j'avais 22 ans, comme je l'ai dit, ça n'a pas posé problème quand je me suis lancée. En fait, c'est au développement, c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, j'ai interviewé des personnes. La plupart des personnes que j'ai interviewées étaient plus âgées que moi. Elles avaient la trentaine. Et en plus, les gens, quand je les rencontre, ils me disent souvent, ah, mais je pensais que tu avais 30 ans, je pensais que machin et tout, et pas du tout en fait. Moi j'étais là, j'avais 22 ans, et en plus j'ai une petite voix au téléphone, et tu sais, ça surprenait souvent. C'était pas une critique, au contraire, moi je me le prenais bien, je me disais, bon bah ça veut dire qu'ils pensent que je suis pro, que voilà, j'ai de l'expérience de vie, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Et en fait, je me sentais pas légitime. Juste avant de lancer mon projet, je suis allée voir en fait, c'était dans le cadre d'un salon. J'ai rencontré une coach de vie et tout, qui m'a pris pendant 15 minutes, parce que voilà, c'était un truc à tester, quoi. Genre, elle prenait des gens comme ça, et je me dis, bah pourquoi pas. Et c'est la première personne à qui j'ai parlé de mon projet. Et donc, je lui ai dit, voilà, je veux créer un magazine. Et je lui ai dit, tatati, tatata, je lui raconte un peu tous les trucs, et elle me dit, qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez toutes les clés pour le faire. Vous êtes capable de tout faire, la mise en page, l'impression, le site internet, les réseaux sociaux. Vous avez absolument toutes les compétences d'après ce que vous me dites. Vous avez la confiance en vous, vous avez le contenu que vous avez envie de transmettre. Et elle me disait, est-ce que vous avez peur parce que vous êtes jeune ? Et moi, je lui disais, bah oui. Et je lui disais, on fait pas ça à mon âge. À mon âge, on est encore dans les études. À mon âge, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et du coup, j'ai pas envie Enfin, j'avais un petit peu peur qu'on me prenne pas au sérieux, qu'on me dise, non mais Mani, voilà. Il y a des gens, je pense, au début, qui m'ont pas vraiment pris au sérieux. Ils me l'ont pas dit, mais j'ai senti quand j'ai sorti le magazine et qu'ils étaient impressionnés, qu'ils m'ont dit, honnêtement, je pensais pas. Je pensais pas que c'était aussi cool. Je pensais pas que ce que tu allais faire, ça allait être aussi incroyable. Et en fait, je me suis dit maintenant, pour régler ce problème de l'imposteur, je montre ce que je sais faire. J'en parle pas. C'est-à-dire, ok, j'ai 22 ans, regarde mon magazine, tu vas voir ce dont je suis capable. Je vais pas être là en train de dire, voilà, bonjour, je m'appelle Imani, coucou et tout. Aujourd'hui, je me dis, j'ai prouvé, j'ai montré ce que j'étais capable de faire. Maintenant, si les personnes, elles veulent savoir, etc., je leur montre le magazine. Et du coup, c'est ma manière de pas me sentir mal, en fait, de me dire, je suis capable de faire puisque je l'ai fait et puisque je l'ai prouvé, en fait. Donc quand je me sens un petit peu stressée, comme par exemple avant de venir à cette interview, tout, je savais pas du tout devant qui j'allais me retrouver, quelle personnalité, tout ça. Et je me suis dit, voilà, elle va peut-être se dire, ah mais en fait, en vrai, elle est vachement gamine ou je sais pas. Mais en fait, je m'en fiche. Je me dis, la personne, elle a lu mes magazines, elle sait de ce dont je suis capable et c'est le principal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir quelque chose de tangible sur lesquels me référer quand je parle, voilà, je fais des magazines, vous voulez voir, tenez. Comme ça, la personne, elle regarde et après moi, je me sens mieux. Et du coup, j'ai moins de mal à vivre ce syndrome de l'imposteur. Et le fait que j'ai grandi aussi, parce que maintenant j'ai 25 ans, donc ça fait moins... Enfin, quand j'avais 22 ans, ça faisait vraiment jeune, maintenant ça fait moins jeune. Aux yeux des autres, je veux dire, hein. Après moi, en soi, ça change rien. Maintenant, une fille qui vient qui me dit j'ai créé mon entreprise à 22 ans, mais fonce, même 18 ans, fonce. Mais c'est juste que aux yeux des gens, c'était un peu bizarre. Ça devient de moins en moins bizarre au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, en fait, tout simplement. Donc ça devient de plus en plus facile. C'était le seul problème. Après, le fait d'être une femme, le fait d'être noire, ça me donne un petit peu un syndrome de l'imposteur dans le sens où je me dis, j'ai peur un petit peu qu'on me juge, qu'on me dise, enfin, tu sais, genre, quand on entend entrepreneur, on pense le petit vieux de 50 ans, blanc, etc. Moi, j'arrive et tout, machin. En plus, à l'époque, je faisais tout le temps des petits chignons. J'arrivais comme ça avec mes petits chignons, 1m60, noirs et tout. Et j'avais toujours ce truc de, bon, ils vont peut-être pas s'attendre à ça, tu vois. Mais après, le truc, c'est que le magazine que j'ai créé, je parle justement de ces sujets-là. Je parle justement du fait que c'est important de se sentir bien, peu importe qui on est, peu importe comment on est, et vraiment de s'assumer avec notre différence. Et du coup, je me suis dit, ce que tu dis dans ton magazine, fais-le en fait, applique-le, voilà. Et du coup, ça serait un petit peu, comment dire, hypocrite de dire aux gens, ouais, nanani, il faut avoir confiance, etc. Et moi, de rester là toute cachée et tout. Donc maintenant, je me dis, bah non, en fait, j'assume ce que je suis. Et après, bah, on verra ce que le monde m'apporte, quoi. Et du coup, Imani, pour finir, parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu ton magazine, il est rempli de citations inspirantes. Oui. Est-ce que tu peux nous laisser avec une citation ? Alors ma citation préférée, je ne sais pas si je vais la dire comme il faut, mais c'est si tu veux une vie professionnelle, je l'ai un petit peu remodelée, hein, parce qu'à la base c'est pas ça, c'est dans un livre et je l'ai un peu remodelé à ma façon, mais en gros c'est si tu veux une vie professionnelle qui te fait vibrer, si tu veux une relation amoureuse saine, si tu veux un entourage qui t'encourage, si tu veux, je sais pas, une santé, enfin en gros tout ce que tu veux, ne te contente pas de moi. En gros, c'est ça ma citation et c'est vraiment ma vision de la vie, c'est-à-dire
prends ce que tu as à prendre, et si on te propose moins bien que ce que tu veux, tu dis non, jusqu'à ce que tu aies vraiment ce que tu veuilles. Et c'est super important, et moi c'est vraiment ce que j'ai fait durant tout le long de ma vie, c'est-à-dire avec mes études, quand je les ai arrêtées, je me suis dit non, j'ai plus envie, j'ai envie de faire plus, donc du coup j'ai arrêté. Et même dans tout ce qui est vie quotidienne, tu vois, quand ceux par exemple qui sont dans une relation amoureuse qui les conviennent pas, ceux qui sont avec des amis qui les conviennent pas, ceux qui sont dans un CDI qui les conviennent pas, enfin pour moi c'est vraiment, c'est toujours ce que je conseille aux gens, ne te contente pas de moi. Voilà. Merci Mani.